Si une stratégie d'investissement marche, disons juste une fois sur trois, bon, la logique mathématique de base voudrait qu'on aille tout droit dans le mur, pas vrai? Ouais, c'est ce qu'on se dit spontanément. Sauf que, et c'est là que ça devient dingue, c'est exactement avec ce genre de probabilité que bossent certains des professionnels les plus rentables de la finance. C'est vrai, mais il y a un piège absolument terrifiant là-dessous. Avec un taux de réussite comme ça, en fait, on a 91% de chances de se prendre 10 pertes consécutives. 10 pertes d'affilée, c'est juste énorme, et c'est ce qui détruit la quasi-totalité des amateurs. Complètement. Tu sais, on a tous en tête cette image très hollywoodienne du trader. Le mec en costard sur mesure, super stressé, qui hurle dans un téléphone au milieu de plein d'écrans qui clignotent. Le joueur de casino frénétique, quoi. Exactement. Le gars qui gagne des millions à l'instinct. Mais dans les faits, la vraie mécanique de ce métier, ça ressemble beaucoup plus à la gestion des risques hyper froide d'une compagnie d'assurance. Et c'est en plein cœur de cette réalité qu'on plonge aujourd'hui. Notre exploration en profondeur va vraiment se concentrer sur le monde du day trading. On se base sur le guide super exhaustif d'Andrew Elder sur les stratégies de day trading. Un manuel vraiment de référence, ouais. Et les sources couvrent un spectre hyper large, hein. Ça va de la psychologie de marché aux tactiques sur les actions, les options, le marché des devises, le fameux Forex, et les contrats à terme. L'idée ici, c'est pas de donner des conseils financiers, attention. Non, surtout pas. La mission, c'est vraiment de déconstruire ce mythe de l'argent facile. On veut offrir à ceux qui s'y intéressent un raccourci, en fait, pour comprendre comment les pros survivent à ces 10 fameuses pertes sans se noyer dans des graphiques impossibles à lire. Pour comprendre comment ils survivent, faut d'abord regarder l'arène dans laquelle on met les pieds. Et le premier choc brutal, franchement, c'est de réaliser que l'adversaire, c'est plus un autre humain stressé au bout de la ligne. Ah oui, le marché a changé, hein. Totalement. Aujourd'hui, plus de 60% du volume sur les marchés, c'est du trading algorithmique. En fait, on affronte des super ordinateurs. D'accord, alors décortiquons un peu tout ça. Affronter le marché actuel avec son instinct humain, c'est littéralement comme s'asseoir pour jouer aux échecs contre Deep Blue et espérer gagner juste parce qu'on a un bon pressentiment. C'est une super métaphore. C'est suicidaire d'essayer de les battre sur la vitesse, non? Bah oui, parce que la vitesse d'une machine se mesure en microsecondes. Un humain qui essaye de cliquer plus vite qu'un algo, il a déjà perdu avant même de commencer. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que le simple droit de s'asseoir à cette table, le ticket d'entrée en fait, il varie énormément d'un marché à l'autre. Ouais, prenons les actions américaines. Le gouvernement demande un capital minimum de 25 000 $ pour faire du day trading régulier. 25 000, c'est une somme énorme pour un particulier. C'est ce qu'on appelle la règle du pattern day trader. Historiquement, c'est les régulateurs qui ont mis ça en place pour protéger les investisseurs de détail, surtout après la bulle Internet des années 2000. Pour éviter qu'ils se ruinent en une journée. Voilà, l'idée c'est que si t'as moins de 25 000 $, t'as juste pas les reins assez solides pour encaisser la volatilité extrême de l'intraday sans faire faillite instantanément. C'est une sorte de protectionnisme financier, en fait. Mais ce qui est vraiment curieux quand on lit les sources, c'est que cette règle, elle ne s'applique pas partout. Sur le marché à terme, les futures, on peut y aller avec 1 000 à 2 500 $. C'est déjà beaucoup plus accessible. Et le Forex, alors là, le marché des devises, on peut littéralement ouvrir un compte avec 500 balles. Comment c'est possible un tel écart? Tout repose sur l'effet de levier. Sur le Forex, t'as des courtiers qui te filent un levier de 100 pour 1, ou même plus. Ça veut dire qu'avec tes 500 $, tu contrôles une position de 50 000 $ sur le marché. Ah ouais, d'accord. Le ticket d'entrée est bas, mais le danger est maximal. Exactement. C'est hyper dangereux. Une fraction de centime de variation sur une monnaie, ça peut soit doubler ton petit compte de 500 $, soit le vaporiser en 3 secondes. Donc en gros, que tu rentres par la grande porte à 25 000 $ ou par la petite fenêtre du Forex à 500, le monstre algorithmique, il est toujours là. Il attend que tu fasses une erreur. Toujours là, ouais. Tapis dans l'ombre. Du coup, si on peut pas battre la machine sur la vitesse, c'est quoi l'astuce? Pour survivre, le trader de détail ne doit pas chercher le combat frontal. L'auteur explique qu'il faut chasser ce qu'il appelle les apex predators, les super prédateurs. Attends, des super prédateurs, on parle de quoi? Des énormes boîtes genre les GAFAM? Pas forcément la taille de la boîte, non. C'est plutôt son comportement à un instant T. En fait, c'est des actions spécifiques qui, d'un coup, attirent un volume colossal de traders particuliers. Une grosse concentration d'humains, en gros. Voilà. La masse humaine se concentre tellement que ça crée une sorte d'anomalie. Et ça arrive presque toujours à cause d'un catalyseur fondamental immédiat. Genre, une grosse news à la télé? Une boîte tech qui obtient un brevet de dingue? Ou une boîte pharma qui valide ses essais cliniques le matin même? C'est exactement ça. Cette nouvelle, elle attire l'attention de millions de cerveaux humains au même endroit. Ça crée un afflux d'ordre tellement massif, tellement chaotique, que la machine perd son avantage.
L'algo est perdu face au chaos humain. Les algos adorent le calme et les modèles historiques. Mais face à un mouvement de foule totalement irrationnel, là l'humain peut trouver des failles. Ok, donc on trouve la vague de chaos. Mais survivre à la baignade, c'est autre chose. Et c'est là qu'on en revient à notre stade du début, les fameuses 10 pertes d'affilée. L'armure du trader, c'est la gestion impitoyable de son risque. C'est le nerf de la guerre. Les sources sont ultra rigides là-dessus. Un pro ne risque jamais, au grand jamais, plus de 1% de son capital sur un seul trade. 1% maximum. Et pour un débutant, ça devrait même descendre à 0,25%. Non mais attends, je t'arrête tout de suite. 0,25% par trade, c'est mortellement ennuyeux. Je sais, ça paraît fou. Bah oui, ça contredit tout le concept du day trading qui est censé ramener de l'argent rapidement. Si je gagne un pari en risquant 0,25%, je gagne des miettes. Ouais, je comprends cette réaction. C'est hyper naturel. Mais c'est cette soif de rendement rapide qui vide les comptes. Si on relie ça au contexte global de la haute finance, il faut regarder les maths. Un fonds d'investissement qui perd 10% de son capital, c'est un drawdown critique. Les clients paniquent. Pire que ça, très souvent le fonds ferme, point barre, parce que remonter une pente de 10%, ça demande des rendements exponentiels juste pour revenir à zéro. Perdre 10%, c'est un gouffre. D'accord. Donc le but, c'est pas de faire le coup du siècle pour s'acheter une Ferrari à la fin de la journée. Le but, c'est de construire un bouclier pour jamais, jamais tomber dans ce gouffre des 10%. Exactement. Si on reprend notre fameuse série noire des 10 pertes d'affilée, si tu risques que 0,25% par trade, après 10 échecs, t'as perdu que 2,5% de ton compte. Ah, effectivement, c'est rien du tout. Donc ton capital est intact, pas survécu à la pire tempête statistique possible, et t'es toujours là, prêt à tirer quand la probabilité finira par tourner en ta faveur. Donc l'attaque sert à rien si l'armure est pas solide. Mais le truc, c'est que cette armure, c'est pas juste des maths. Le vrai point faible, c'est la psychologie. Les textes parlent de la peur, du regret et surtout de la cupidité, avec cette fameuse histoire de la poule aux œufs d'or. Ouais, l'allégorie est parfaite. Tuer la poule pour avoir tout l'or tout de suite. C'est le mec qui gagne 3 fois de suite, qui se sent invincible et qui d'un coup risque 10% de son capital sur le trade d'après. Et qui se fait exploser. Voilà, la cupidité détruit l'outil de travail, le capital. Mais il y a un point vraiment fascinant dans les sources, c'est le lien direct qu'ils font entre cette discipline mentale et la préparation physique. Ah oui, ça, j'étais super surprise en lisant. Ils te disent de dormir 8 heures, de faire du sport, de bien manger. Franchement, on se croirait dans un magazine de fitness, pas dans un bouquin de finance ultra pointu. Ça a l'air bête dit comme ça, mais la base biologique est énorme. Respecter une règle aussi frustrante que les 0,25%, ça demande une volonté de faire. Et la volonté, la logique froide, ça se passe dans le cortex préfrontal du cerveau. La partie rationnelle. C'est ça. Et quand tu manques de sommeil, devine quelle partie du cerveau s'épuise et se déconnecte en premier? Le cortex préfrontal. Donc le pilote rationnel quitte le navire. Et qui prend les commandes? L'amygdale, le centre des émotions primitives, de la peur de rater le train, de la survie à court terme. Un cerveau fatigué, c'est physiquement incapable de faire des maths sous pression. Donc le sommeil et le sport, c'est pas des conseils bien nets, c'est des barrières de sécurité pour garder ton cortex allumé. Ok, donc le cerveau est frais, le capital est blindé. Maintenant, concrètement, comment on attaque la recherche? Les sources font une séparation chirurgicale entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique. C'est un changement de paradigme complet. L'analyse fondamentale, c'est regarder le bilan comptable, les dettes, la vision du PDG. C'est super pour garder une action 10 ans. Mais pour un day trader qui garde son action quelques minutes, c'est inutile. Totalement inutile, ouais. Sauf si c'est la news du jour qui crée du chaos, comme on disait. Sinon, il regarde que l'action des prix, l'analyse technique. Tu sais, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ça m'a fait penser au surf. Le day trader, c'est un surfeur. Il perd pas son temps à faire une analyse chimique de l'eau de mer ou à étudier les fonds marins. Ça, c'est l'analyse fondamentale. Oui, il s'en moque. Lui, il regarde juste la forme de la vague qui arrive, le graphique, pour savoir à quelle seconde il doit se lever sur sa planche. L'analogie est parfaite. La vague, c'est le graphique. C'est l'empreinte de la psychologie collective des acheteurs et vendeurs à l'instant T. Et pour lire cette vague, il y a des modèles récurrents. Le plus simple et le plus redoutable décrit dans le livre, c'est le modèle ABCD. On peut le voir comme un champ de bataille en 4 étapes. L'exemple chiffré du livre, c'est OPTT qui annonce un gros contrat. Ouais, un contrat de 50 millions, je crois. C'est ça. Donc le point A, c'est l'étincelle. Le prix passe de 7,70 $ à 9,40 $ d'un coup. Une ligne droite vers le haut. Mais ça dure pas. Les premiers arrivés encaissent leur profit. Ils vendent. C'est le point B, l'épuisement. La vague retombe. Et là, la plupart des amateurs paniquent et fuient.
Sauf que le prix s'effondre pas totalement. Il descend et il trouve un support. C'est le fameux point C. C'est comme une tranchée où les nouveaux acheteurs décident de faire barrage. La ligne de front. Et le pro, il observe cette tranchée du point C avec une loupe. Si la ligne tient, si ça baisse pas plus, c'est son signal. Il entre en position juste là, avec un risque minimal en dessous de la tranchée. Et si ça tient, c'est l'explosion. Les nouveaux acheteurs débarquent et propulsent le prix vers un nouveau sommet, le point D, qui explose l'ancien record. C'est la percée. Il y a d'autres figures comme le bull flag, le drapeau haussier, qui fonctionnent pareil. Mais la vraie question, c'est pourquoi ces dessins géométriques marchent en fait. Il n'y a pas de loi de la physique derrière. Ah ben non, c'est de la pure sociologie. La force de ces modèles, l'ABCD, le bull flag, c'est que ce sont des prophéties autoréalisatrices. Parce que tout le monde regarde la même chose. Exactement. Des milliers de mecs qui ont lu les mêmes bouquins regardent le même graphique en même temps. Ils attendent tous de voir si la tranchée du point C va tenir, et quand ça tient, paf, ils cliquent tous sur « Acheter » à la même seconde. C'est cette force de frappe collective qui crée la montée. D'accord. Donc on a l'armure, on sait lire les vagues, mais tout cet arsenal sert à rien si on n'a pas de plan. La différence entre l'amateur au casino et le pro, c'est une documentation quasi maladive. Le plan d'affaires, c'est indispensable. L'auteur liste des erreurs mortelles, comme le surtrading. Croire que faire plus de clics fait apprendre plus vite. Voilà, ça fait juste payer plus de frais au courtier, ou changer de stratégie tous les 3 jours juste parce qu'on a perdu 2 fois. Et le pire truc, c'est le winging it, l'improvisation, se fier à son feeling du moment. C'est la mort financière assurée, ça. Du coup, la parade, c'est le journal de trading. Mais pas juste un fichier Excel avec la date et le prix. Le truc fou, c'est qu'il faut documenter son état mental. Ça soulève une question cruciale. Le journal mental, c'est le seul miroir du trader. C'est le seul moyen de transformer une émotion abstraite en une donnée qu'on peut traiter. C'est comme le carnet de vol d'un pilote d'essai en fait. Il note pas juste l'altitude, il note comment l'avion vibre quand il tire sur le manche. Le trader fait pareil avec son propre cerveau. Ouais, et à la fin du mois, il relit ça et il peut faire des découvertes incroyables. Genre, tiens, statistiquement, à chaque fois que je trade en étant super euphorique après une bonne journée, je perds de l'argent. Ou, quand je suis frustré parce que j'ai mal dormi, je respecte plus ma règle des 1%. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? On met le doigt sur un bug dans notre propre système d'exploitation. Et une fois que c'est écrit, on peut instaurer une règle fraude. Si je suis frustré, j'éteins l'ordi. C'est marrant parce qu'on perçoit le day trading comme un shot d'adrénaline, mais c'est l'une des routines les plus froides qui soit. C'est ça qui fait la différence entre les gagnants et les perdants. Et au final, ça dépasse carrément la bourse. Même sans jamais ouvrir un logiciel de trading, ces leçons sont universelles pour tout le monde. Gérer ses risques en permanence, contrôler sa cupidité et surtout séparer le signal du bruit. C'est des compétences en or pour prendre des décisions sous pression dans n'importe quel domaine. Mais avant de se quitter, il y a une pensée finale super provocatrice qui m'est venue en préparant ça. On a dit que tout le day trading humain repose sur le fait de repérer ces modèles graphiques, comme l'ABCD. Ouais. Et ces figures, c'est juste la trace visuelle de nos émotions humaines. La peur, la cupidité, des masses dessinées en pixels. La signature psychologique, ouais. Sauf que, regarde où va l'intelligence artificielle aujourd'hui. L'IA apprend à modéliser non seulement les chiffres, mais aussi la psychologie humaine exacte. Est-ce qu'on va arriver à un stade où la machine va anticiper nos propres modèles émotionnels avant même qu'ils s'affichent sur l'écran? Ah ouais, c'est vertigineux comme idée. Si l'IA arrive à prévoir la seconde précise où la foule va paniquer à cause de sa tolérance à la douleur, l'avantage de lire le graphique disparaît. La machine va poser ses pièges autour de nos biais cognitifs en amont. Le chasseur qui traquait les super prédateurs deviendrait la proie. Littéralement. Tu vas me dire, les algos à haute fréquence font déjà un peu ça, non? Ils analysent le comportement? Oui, mais c'est différent. Les algos actuels réagissent à des flux d'ordre, à la microseconde. Là, on parle d'une IA causale, une IA qui croise les sentiments sur les réseaux, l'historique de la peur des gens, pour anticiper le point de rupture humain avant le premier clic de vente. Une machine qui lirait en nous mieux que notre propre journal mental. C'est une réflexion fascinante, un peu effrayante aussi, sur l'avenir de la finance et de la nature humaine. Ce sera tout pour notre exploration d'aujourd'hui. On vous laisse méditer là-dessus.